Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, un événement qui en est à sa 4e édition, avec comme thème les défis sécuritaires actuels en Afrique pour des solutions intégrées. Y participent de nombreux chefs d'État et de gouvernement africains, des partenaires internationaux, ainsi que de multiples acteurs de la paix et de la sécurité. Cet événement Africa 24 vous propose de le vivre en direct de Dakar au Sénégal avec nos envoyés spéciaux, mais également avec nous sur ce plateau avec un décryptage avec nos invités. Adama Agaye, vous êtes journaliste et écrivain, bienvenue. Merci de m'avoir invité et je salue vos téléspectateurs. Donc je suis ravi d'être ici sur ce plateau pour discuter d'une question très importante pour l'Afrique et pour le monde, disons. Et avec nous également Bakary Traoré, vous êtes journaliste, consultant spécialiste du Mali et du Sahel. Merci d'être avec nous. Merci Fanny, bonjour à tous les auditeurs, à tous vos téléspectateurs du par le monde. Et c'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation pour parler d'un sujet important, comme vient de dire M. Gaye, sécurité et paix en Afrique. Alors justement, ce forum sur la paix et la sécurité part d'un constat. Le continent africain fait face à des menaces diverses, conflits armés, crise humanitaire, extrémisme violent ou encore criminalité transfrontalière. Parmi celles-ci, le terrorisme fait figure de principal fléau. Bakary Traoré, ce forum de Dakar sur la paix et la sécurité, ce n'est pas une instance de décision, c'est plutôt un espace de réflexion. Alors justement, que peut-on attendre de concret d'un tel événement ? Je pense qu'il est important de souligner que ce sommet du genre, je pense que c'est pour mettre en synergie d'action en quelque sorte les différents États, les différents acteurs qui interviennent sur le phénomène d'insécurité qui prévaut actuellement dans la bande sahélo-saharienne notamment, mais aussi globalement sur l'Afrique en général, parce que vous n'êtes pas sans voir que ces États sont confrontés à des menaces globales. Et face à des menaces globales, il faut à mon avis des solutions globales. Et qui parle de solutions globales, il faut bien sûr des rencontres de ce genre à mon avis, où plusieurs experts au niveau politique, mais aussi au niveau des spécialistes de ces questions, de sécurité et de défense, de paix, se retrouvent pour essayer d'harmoniser en quelque sorte, non seulement leur point de vue, mais aussi sur certains enjeux. Mais est-ce qu'une seule une réflexion peut avoir des effets sur la politique de chaque pays ? Est-ce que ce forum peut être contraignant pour les États ? Et là, justement, ça me fait penser à la réponse de M. Gaillot tout à l'heure. Effectivement, il faut faire en sorte, M. Gaye, autant pour moi, je pense qu'il faut essayer de faire en sorte que les résolutions de ces forums ne dorment pas dans les tiroirs. Faire en sorte que, et bien sûr, les résolutions qui sont issues des différents sommets soient mises en œuvre. Et cela me fait penser justement aux conclusions de la précédent sommet et qui, à mon avis, n'a pas eu des effets escomptés pour l'instant, mais je pense que c'est toujours utile que les gens se rencontrent pour parler de paix dès lors que, les groupes armés qui menacent ces États se retrouvent entre eux pour coopérer. Et donc, qui dit coopération, il faut bien sûr des rencontres de ce genre. C'est vrai, c'est pas des instances avec des résolutions contraignantes comme par exemple les instances de l'OUA, de l'Union africaine ou de l'ONU, mais je pense que ça peut permettre au moins d'arrondir les angles sur certains sujets. Parce que nos États, il faut le rappeler, l'exemple typique, c'est le comité d'état-major opérationnel conjoint, par exemple, de CEMOC, qui existait entre les 4 pays de la sous-région, le Mali, la Mauritanie, l'Algérie. N'a pas fonctionné, ça a été un bébé mort-né parce que justement nos différents chefs d'État, ils n'avaient pas les mêmes conceptions des solutions à apporter par rapport au phénomène qui prévalait dans la sous-région. Et ça fait que il y a eu des murs de méfiance entre les différents États et les solutions n'ont pas abouti. Et actuellement, on peut se réjouir en tout cas ce début de solution en tout cas commune qui se met en place avec notamment le G5 Sahel. Je pense qu'on va en parler au cours de cette émission. Qui peut avoir qui peut être un début de solution justement par rapport à ces phénomènes menaces qui... Oui, Adama Agaye, vous vouliez intervenir. Oui, je crois que le forum de Dakar a un problème fondamental. L'omniprésence de la France. Monsieur Yves Le Drian, Madame Parly, je crois que ça pose... C'est un forum international. Non, c'est un problème dirigé par la France. Il ne faut pas se faire d'illusions.
Ça, le Sénégal est là, il offre son site pour accueillir le siège, mais c'est contrôlé de bout en bout par la France. J'étais là-bas et j'ai vu parfois à quel point même le filtre des participants était décidé quelque part à partir d'officines contrôlées par la France. C'est évident. Alors quel problème cela pose? Mais cela pose le fait que si on doit parler des questions de paix et de sécurité, il faut d'abord que ce soit une réflexion endogène africaine. Même si des partenaires extérieurs viennent, leur agenda ne doit pas prendre le dessus sur les perceptions africaines. Or, dans ce contexte précis, c'est la France qui mène la danse et c'est pour cette raison, si vous observez très bien, depuis le lancement de ce projet, il y a une question de légitimité, n'est-ce pas, par rapport à son indépendance, ce qui fait que presque aucun des grands pays africains ne participent à sa tenue. Seuls, peut-être des pays qui ont des problèmes de sécurité, n'est-ce pas, ils viennent. Même le président nigérian, qui était une exception, Buhari, qui est venu l'année dernière, je crois qu'il était venu à Dakar moins pour le forum que pour parler avec, disons, le leadership tidjania de la famille Niass, qui est établi à Kaolack et qui a un impact très puissant sur les populations musulmanes du Nord, Nigeria, et donc sur les forces, n'est-ce pas, terroristes de Boko Haram. Et c'est probablement pour essayer d'enclencher une discussion qu'il était venu. Mais vous ne voyez ni l'Afrique du Sud, ni le Kenya, ni l'Éthiopie, presque aucun grand pays qui participe. Alors justement, pourquoi ne sont-ils pas là? C'est dommageable. Mais parce qu'il y a un problème de légitimité. La France est trop présente. On sent très bien que c'est une affaire française. Il faut que cette dimension-là soit éliminée si on veut que demain, n'est-ce pas? Parce que nous sommes au XXIe siècle, tout se sait, avec l'Internet, avec, disons, le fait qu'il y a des initiatives africaines qui ont été lancées, qui ne fonctionnent pas, ou en tout cas qui fonctionnent simplement parce qu'il y a des initiatives concurrentes comme celle de Dakar. Je crois que de ce point de vue, oui, même si c'est bien de se retrouver pour parler, même si c'est que l'Afrique doit avoir des plateformes comme celui de la conférence sur la sécurité de Munich, qui se réunit, qui est le plus grand think tank de réflexion sur les questions sécuritaires au monde, ou le forum de Shangri-La pour, disons, l'Asie, il faudrait aussi que ça se fasse vraiment de façon professionnellement et profondément africaine. Sinon, je crois qu'il y a un risque de rejet par les Africains et c'est ce à quoi nous assistons. Dans le contexte du forum qui s'ouvre aujourd'hui à Dakar, si vous regardez, le nombre de participants, de chefs d'État est encore assez limité. Vous avez le président du Togo, Faure Gnassingbé, qui vient théoriquement au nom de sa présidence de la CEDEAO. Le président du Mali, mais en réalité, je crois qu'il y vient beaucoup plus pour projeter l'image, n'est-ce pas, et justifier peut-être son combat contre son opposition sur des bases de lutte contre l'insécurité. Kagame, on respecte ses réalisations en matière économique, mais là aussi, on sait que c'est un homme qui gouverne avec une main de fer. Et enfin, dans le cas de Ibeka, il ne peut pas ne pas y aller. Je pense qu'il est au cœur du débat et je pense qu'il y a la situation au Mali, il y a une forte présence de la France. Pour lui, c'est l'occasion beaucoup plus de parler des enjeux de paix et de sécurité que de faire le point avec les autorités françaises. Mais Bakary Traoré, on peut quand même nuancer le tableau. Il y a quand même une volonté, certes récente, mais des États africains à prendre en main leurs opérations de maintien de la paix. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument, absolument. Je pense qu'on est sur la voie tracée par le doyen Gaye. On est sur la voie, je pense, de cette prise en charge de nos propres destins en main, l'Afrique. Quand je pense à cette solution apportée par l'Union africaine, à Amisom par exemple, contre les Chibab en Afrique de l'Est, je pense que c'est un effort à saluer de la part de l'Union africaine. Mais aussi ce G5 Sahel. Ce G5 Sahel qui n'a pas été bien compris au départ, mais je pense que les uns et les autres commencent à mieux comprendre, qui est tout à fait une organisation qui vient à point nommé et qui a tiré les leçons du passé en se disant qu'on ne peut pas parler de sécurité uniquement, sécurité, défense, etc., sans tenir compte des causes qui ont suscité cette insécurité, notamment les questions du développement. Et c'est pourquoi les deux pieds de ce groupe G5 Sahel, c'est bien sûr la paix, sécurité et question du développement. Et je pense qu'on est sur cette voie justement de faire en sorte que c'est l'Union africaine, eh bien, que c'est les différentes armées des différents pays qui puissent intervenir directement sur le terrain plutôt que ce soit des organisations, les troupes des organisations internationales comme l'ONU par exemple. Et c'est un effort difficile, très compliqué,
Mais effectivement, cette question de leadership qu'il a souligné et que je partage tout à fait, quand on voit nos leaders, des Modibo Keïta, les Sékou Touré, les Jomo Kenyatta, ils avaient foi en cette Afrique qui se prenait en main sa souveraineté nationale. C'est pas normal et ça peut pas continuer que la souveraineté des États, la défense des territoires des États soit pris en charge au niveau international. C'est d'abord nos propres armées qui doivent être au fronton donc des choses au front. Et avec l'appui, bien sûr, et l'accompagnement des moyens, soit au niveau des grandes puissances ou au niveau de l'ONU. Mais Adama Gaye, si les États africains n'ont pas les moyens pour l'instant d'assurer cette sécurité, doit-on rester comme ça sans rien faire? Ou alors l'aide de la communauté internationale est quand même la bienvenue? Bien sûr que c'est bienvenu, bien sûr, mais il faut passer par les voies idoines. Il faut passer par l'Organisation des Nations Unies, qui jusqu'à plus ample informée, est chargée du maintien de la paix dans le monde. Ça c'est clair, c'est dans la charte. Mais il faut même aller plus loin, en se félicitant de ce que l'Afrique a fait des efforts. Comme il l'a dit, il y a au plan conceptuel, n'est-ce pas, les bases, n'est-ce pas, pour lutter, n'est-ce pas, contre ces phénomènes. Vous avez, oui, la MISOM en Somalie, vous avez même une architecture de paix et de sécurité conçue par l'Union africaine. Vous avez comment l'Afrique a décidé de financer ces opérations de maintien de la paix. Elle l'a décrété en demandant au reste de la communauté internationale de ne lui donner que 20%. Le reste, elle s'en chargerait. Vous avez au niveau régional, que ce soit à la CEDEAO ou autre, un corpus d'activités et de doctrines qui sont là. Oui, on s'en félicite. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les problèmes sont surnagés par l'absence de leadership et de gouvernance. Parce que si ce n'est pas sincère, tout cela reste du pipeau et du vent, n'est-ce pas? Il faut que nous devenions un peu plus sérieux, parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, personne n'attend l'Afrique et personne ne va venir régler les problèmes de l'Afrique. Ces problèmes de sécurité, ce n'est pas des problèmes seulement sécuritaires, de terrorisme, non. C'est même plus loin. Vous regardez ce qui s'est passé en Sierra Leone il y a 2 ou 3 mois. Inondation, près d'1 millier de morts. Personne n'en a parlé. Regardez la fragilité des interventions de l'Union africaine en Somalie le 14 octobre. Attentat contre un hôtel, combien de victimes? Plus de 300 à 500 victimes, n'est-ce pas? Du jamais vu. Donc il faut reconnaître que ce qui a été conçu jusqu'à présent laisse à désirer, même si sur le papier, c'est en tout cas la meilleure école, parce que j'ai entendu José Ramon Horta, ex-président d'East Timor, prix Nobel de la paix, il m'a dit, écoutez, nous sommes en train de revisiter, n'est-ce pas, les opérations de maintien de la paix de l'ONU, et en tant que chef de cette réforme, la meilleure proposition qui nous a été faite vient de l'Afrique et nous nous inspirons de ce que l'Union africaine a conçu sur le papier. Entre maintenant ce qui a été fait sur le papier et ce qui est fait dans le quotidien par ceux qui dirigent les pays africains, c'est là où se trouve le fossé. Il faut le combler. Si on ne le comble pas, ça risque d'être des vœux pieux, des pétitions de principe. On va rejoindre tout de suite ce forum paix et sécurité de Dakar qui a donc démarré. Les débats ont débuté à Dakar. Je cède d'abord la parole à Moussa Faki Mahamat, donc le président de la Commission de l'Union africaine. Le forum de Dakar est devenu au fil des ans un rendez-vous majeur de la réflexion stratégique en Afrique. Il s'ajoute un nombre d'autres initiatives similaires qui rythment le calendrier politique continental. Je pense ici à notre retraite annuelle sur la paix et la sécurité qui vient de se conclure avec succès à N'Djamena sur les thèmes du multilatéralisme et au forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique qui se tient aussi chaque année en Éthiopie avec le soutien de l'Union africaine. En mettant en présence praticiens, universitaires, membres de la communauté académique, activistes de la société civile et gouvernants, le Forum de Dakar offre l'opportunité d'échanges fructueux. Ces échanges se nourrissent à plusieurs sources.
D'abord, les leçons du terrain et les pistes novatrices que la recherche scientifique permet d'effrayer, la liberté de ton qu'offre l'appartenance à la société civile et l'expérience qui naît de la gestion étatique. Mesdames, Messieurs, à l'évidence, l'Afrique est confrontée à de nombreux défis sur le plan sécuritaire. Rien n'illustre mieux cet état des faits que les avatars électoraux et démocratiques d'une part et les phénomènes des dissidences armées d'autre part qui continuent d'avoir cours dans certains de nos États et la prégnance des fléaux connexes du terrorisme et de la criminalité organisée en différentes régions du continent. Les défis dont il s'agit sont interdépendants et multidimensionnels, à la fois conjoncturels et structurels. Ils renvoient tous d'une manière ou une autre à un mal africain qui conjugue dans une grammaire complexe crise de croissance de l'État africain moderne et conséquences des mutations sociales et sociétales mal maîtrisées. La mondialisation et la dérégulation quelquefois sauvage dont elle s'est accompagnée ont ajouté à la complexité du paysage. L'incapacité du système international à dépasser ses égoïsmes et ses penchants à la domination des plus faibles rend encore plus difficile l'entreprise de promotion d'un monde paisible et plus juste. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de l'agenda 2063, l'Afrique s'est fixé un objectif particulièrement ambitieux, celui de faire taire les armes à l'horizon 2020.